Bonjour à vous, c'est Angèle pour l'actuelle news du 1er mai. Même si c'est férié aujourd'hui, on travaille quand même ce jour-ci. Voilà, j'espère que vous passez un bon 1er mai et que celui-ci est reposant pour vous. Voilà, donc nous allons parler de beaucoup de choses et notamment de beaucoup de problèmes, vous allez voir. Ou non, enfin pas de beaucoup de problèmes, mais surtout des choses embêtantes. J'espère que vous allez passer un bon moment. Si vous venez sur Twitch, n'hésitez pas à venir sur le chat, poser vos questions par rapport à l'actu pour qu'on en débatte. Si vous venez de YouTube, laissez-moi un commentaire. Et si jamais vous venez et si vous venez des deux plateformes, n'hésitez pas à vous abonner à ou deux. Et surtout, de vous abonner et surtout de lâcher aussi un pouce bleu ou en bas sur YouTube. Voilà. Désolé, je bafouille un peu, mais voilà, l'attention y est. Et puis, écoutez, on va pouvoir commencer et j'espère que tout ça va vous plaire. Alors, nous commençons avec Starfield. Les mods sont toujours prévus sur console. Avec Fallout 4 et Skyrim, Bethesda Game Studios a introduit les mods sur console, ce qui est une pratique peu courante. La firme américaine a donc logiquement choisi de réitérer l'expérience avec Starfield. Ainsi, Todd Howard a précisé lors d'un entretien avec Kinda Funny Games que les mods sont toujours prévus pour Starfield sur Xbox Series X et S. Et il a aussi ajouté que le Creation Kit pour le RPG de science-fiction serait prochainement mis en ligne pour tous les modeurs PC. À l'heure actuelle, seuls certains privilégiés ont accès à l'outil. Donc c'est plutôt génial de la part de Bethesda de penser aussi aux joueurs console qui désirent augmenter leur durée de vie via le modding. Donc ça va être un des rares studios qui s'occupe des modeurs sur leur jeu et qui leur donne vraiment une porte d'accès légale et voilà. Bon, il y a aussi CD Red Project Red qu'il a fait avec ce Cyberpunk en publiant un outil pour les modeurs. Et après, je ne connais pas d'autres qui ont permis ça comme ça. Enfin, j'ai pas les noms en tête, mais voilà. Ensuite, tous les remakes de Sega et d'Atlus devraient sortir sur Switch 2. Nous le savons, Sega travaille sur différents remakes et reboots pour plusieurs de ses franchises à succès. On parle ici de Jet Set Radio, de Golden Axe ou encore de Crazy Taxi. Atlus, qui est une filiale de l'éditeur japonais, a recours à des pratiques similaires avec divers remakes en préparation du côté de la saga Persona. Dans un message publié sur X.com, l'insider Midori a précisé que tous ces projets seront proposés sur différents supports, dont la très attendue Switch 2. Ajoutons à cela le fait que le reboot de Jet Set Radio devrait combiner des éléments du jeu original et de sa suite Jet Set Radio Future. La sortie pourrait intervenir en 2026. Donc plutôt bonne nouvelle, on sait déjà que la Switch 2 aura déjà un catalogue. Enfin, on sait déjà que la Switch a déjà un catalogue conséquent. Ça ajoute déjà pas mal de jeux en préparation. Voilà. Stellar Blade détient actuellement la note utilisateur la plus élevée de l'année 2024 sur Metacritic. Acclamé par la critique, Stellar Blade est également plébiscité par les joueurs avec une note utilisateur actuelle de 9,2 sur plus de 1900 évaluations. Pour mettre ces chiffres en perspective, Final Fantasy VII Rebirth a obtenu un score de 9 avec 3350 évaluations, tandis que Helldiver 2 a atteint 8,2 grâce à 1558 évaluations. Xbox révèle les titres qui arrivent en mai dans le Game Pass. Xbox vient de dévoiler la première vague de titres rejoignant le Game Pass pour le mois de mai. En plus de Hive and Ice
Death, qui débarque dès aujourd'hui. Ce sont 4 autres jeux qui arrivent entre le 2 et le 14 mai. Voici le programme. Tomb Raider Definitive Edition, Kona 2 Brume, Little Kitty Big City et Brother A Tale of Two Sons. Donc Tomb Raider ce sera le 2 mai, Kona 2 le 7, Little Kitty le 9, et Brother le 14 mai. Microsoft mentionne également l'arrivée de plus de titres à partir du 15 mai sans date exacte. Donc voici la liste. Eastern Exorcist, El Yuden Chronicle Rising, Fuga Melodies of Steel 2, Ghost Lore, Just Cause for Reload, Norco, SD Gundam Battle Alliance, Supraland 6 Inch Under. Voilà. Donc du Gundam, donc du SD Gundam en Game Pass. Ah, ça se démocratise. KOKN Interactive, ceux qui ont fait Deliver US Mars, Deliver Us Mars a licencié toute son équipe de développement. C'est un véritable coup dur pour KOKN Interactive, le studio derrière Deliver Us Mars. L'entreprise n'est hélas pas parvenue à trouver un éditeur pour son prochain intitulé pour son prochain jeu. Dans un communiqué, le PDG Cohen Dittman dit avoir épuisé toutes les possibilités en matière d'édition, de travail sur commande ou même de co-développement. Ainsi, l'intégralité de l'entreprise a été licenciée. Dittman annonce tout de même vouloir reconstruire KOKN Interactive dans un avenir plus ou moins lointain. Une campagne de financement participatif sera dans un premier temps lancée pour Deliver Us Home. La fenêtre de sortie de plusieurs jeux Xbox serait connue, dont Indiana Jones pour décembre 2024. C'est désormais acté, le Xbox Game Showcase 2024 se tiendra le 9 juin. Il sera suivi par un second showcase qui, selon The Verge, sera consacré au prochain Call of Duty. Justement, le site a également précisé la période de lancement de diverses autres productions Xbox. A commencer par l'extension de Starfield, intitulée Chartered Space, qui sera prévue pour le mois de septembre. De son côté, Activision tablerait sur un lancement de Call of Duty Black Ops Gulf War pour la fin d'octobre. De leur côté, Avowed et Microsoft Flight Simulator 2024 devraient débarquer en novembre. Enfin, Indiana Jones et The Great Circles pourraient arriver en décembre 2024. Il va bien évidemment falloir attendre le fameux showcase pour découvrir tout cela. Donc de grosses prévisions, donc de gros jeux et de grosses sorties prévues, en sachant que là en mai, Xbox sort le tant attendu et sûrement tonitruant Hellblade, donc Senua Sacrifice Hellblade, donc qui sort donc la suite, qui sort là en mai. Personnellement, c'est un des jeux que j'attends de chez Xbox. Je sais pas vous, mais il m'intrigue. Assassin's Creed Mirage sortira sur iOS le 6 juin 2024. Au départ attendu en début d'année sur iPhone et iPad, mais attention ceux équipés de la puce M1, Assassin's Creed Mirage n'arrivera finalement sur ces appareils que vers le début de l'été. En effet, le jeu est attendu en juin sur iOS, notons qu'il a pour l'instant une petite confusion autour de la date précise. Ubisoft précise sur son site que Mirage arrivera sur iOS le 6 juin. D'un autre côté, l'App Store stipule que ce sera le 10. Quoi qu'il en soit, le jeu sera vendu 50 € et les 90 premières minutes seront jouables gratuitement. Ouais, bon, 6-10 juin, 4 jours de différence. Prévoyez de l'acheter pour le 11, comme ça vous êtes tranquille. Shin Megami Tensei 5, Vengeance a un droit à un nouveau trailer.
Le 14 juin prochain, le déjà très bon Shin Megami Tensei 5 reviendra sur tous les supports dans une édition plus complète intitulée Vengeance. Une sortie très attendue puisque le jeu n'était jusqu'à maintenant disponible que sur Switch. Atlus profite donc de ces derniers jours de communication pour présenter une nouvelle vidéo. Elle permet de découvrir le Tokyo post-apocalyptique du RPG et revient également sur le système de combat. Shin Megami Tensei 5 Vengeance se voudrait plus accessible et complet que le jeu de base. Pour tous les fans. Voilà. Le jeu de combat multijoueur en arène Star Wars Hunter arrive le 4 juin sur mobile et Switch. D'accord, donc pas de console nouvelle génération ou même ancienne. D'accord. Lucasfilm Games nous gratifiera d'un nouveau jeu tiré de sa célèbre licence dès le 4 juin 2024. C'est à cette date que Star Wars Hunter verra le jour sur Nintendo Switch et sur le support mobile. Il s'agit d'un free-to-play mettant en scène des combats compétitifs en arène avec un point de vue à la troisième personne. Les parties PvP en 4v4 nous inviteront à incarner divers personnages de la saga. On y retrouvera par exemple les héros de la rébellion, des Stormtroopers ou encore des chasseurs de primes. Chacun disposant bien évidemment des compétences uniques. Alors puisque c'est un jeu comme ça, je ne vous diffuse pas le trailer, mais apparemment... voilà, et enfin ils nous disent des Stormtroopers ou des chasseurs de primes ou... Qu'est-ce qu'ils disent? Des soldats de la rébellion, mais aussi des Sith, voire des Jedi. Un Jedi robotique. Ok. Diablo 4, la saison 4 sera disponible dès le 14 mai. Beaucoup trop de 4. Blizzard Entertainment a mis en ligne les détails au sujet de la quatrième saison de Diablo 4 nommée Butin redynamisé. La saison commencera le 14 mai à 19h sur tous les supports. Elle apportera une refonte totale des objets, des vagues infernales redynamisées, le défi la fosse aux artifices ou encore des récompenses via le périple saisonnier et le pass de combat. Ajoutons à cela le fait qu'Andariel rejoindra la meute et les échos tourmentés. Donc allez-y, hein. Apparemment ils prévoient même... ouais, l'optimisation des objets sera entièrement revue. Apparemment ils veulent vraiment gommer le trop plein d'infos, si j'ai bien compris. Et que ce soit plus simple, plus lisible et surtout bah, que... voilà, que l'optimisation vraiment soit vraiment fait pour ton personnage. Je sais pas vous, mais je sais pas, genre bon, c'est peut-être un peu un mauvais exemple, mais je jouais Necro et parfois je ramassais des épées que je pouvais pas équiper. J'ai fait rare, ou des bottes, ou des casques, ou des machins. Là, ils veulent vraiment que dès que vous jouez votre classe, vous récupérez uniquement ce qui est dû à votre classe et uniquement des objets qui permettent soit qui sont égales, soit meilleurs, mais qu'on arrête de récupérer des objets qui sont moins bons. Voilà. Mais bon, tout le monde clé accord et écrit un système de filtre aussi bien au sol que dans les caisses. Et ça peine à arriver. Des élections européennes, le rôle important de Google. C'est inattendu, mais en même temps, vous allez voir. Alors que les élections européennes se rapprochent, Google se donne un rôle à jouer en luttant contre la désinformation sous toutes ses formes sur ces plateformes. Son moteur de recherche, YouTube ou encore Google Actualité. Un rôle qu'elle se propose d'endosser, mais que la Commission européenne et la législation de l'Union lui donnent également. Ce 9 juin 2024, tous les citoyens de l'Union européenne sont appelés aux urnes pour voter pour leur prochain député européen. Qui sera élu pour 5 ans? Il s'agit d'une élection de la plus haute importance qui concerne 448 millions de personnes, selon Eurostat 2023. Une grande partie de citoyens du vieux continent utilisent les services de Google, que ce soit pour se divertir mais aussi pour s'informer, ce qui donne à Google en tant qu'entreprise privée une grande importance dans l'information des citoyens et c'est pour cela que Google a un rôle important à jouer dans le rôle des élections européennes. Ils auraient pu mettre une virgule. Un rôle qu'il a endossé lui-même mais qu'on lui a aussi donné. Au sein de l'Union Européenne, plus de 400 millions de personnes utilisent YouTube au moins une fois par mois. Ils sont plus de 330 millions à utiliser Google, moteur de recherche, au moins une fois
par mois. Cela veut dire que, sauf exception, on utilise partout sur le continent les services de Google pour plein de raisons différentes, dont l'information. Que ce soit via YouTube, Google Actualité ou encore Google Discover, présent sur Android, Chrome, etc. D'un autre côté, en matière de désinformation, Google peut potentiellement offrir aux personnes mal intentionnées des relais auprès des populations via ces mêmes cadeaux. Par ailleurs, avec ses outils d'intelligence artificielle générative comme Gemini ou encore ImageFX, la firme offre de quoi générer des contenus pauvres et peu poussés, mais qui peuvent être utilisés dans le cadre d'opérations de désinformation. Donc faites gaffe, voyez, je sais que ça peut paraître bête à dire comme ça ou pas évident, mais essayez de voir différentes vidéos justement sur YouTube pour vous expliquer comment détecter le vrai du faux et surtout ouais, être sceptique dès que vous voyez une vidéo qui vous paraît un peu trop, soit allant un peu trop dans vos sens ou justement et tout. Donc soyez méfiants, surtout à l'heure actuelle de l'IA. Voilà, soyez ouais, prudent et surtout armez-vous pour détecter le vrai du faux. Un rôle important à jouer qui ne concerne pas uniquement les élections européennes. L'année 2024 est une année d'élections à travers le monde entier. Au total, 4,1 milliards de personnes dans 68 pays sont appelées aux urnes cette année. Ouh, la moitié de la population mondiale. Rien que ça. Y compris des pays très peuplés comme l'Inde. Il y a bien sûr les présidentielles américaines qui arrivent en fin d'année. Avec les primaires des partis, les élections européennes sont l'un des scrutins majeurs. Mais pas le seul pour Google comme pour la population mondiale. Pour Google, il y a une augmentation continue des menaces liées à la désinformation en ligne. Cependant, les périodes électorales sont particulièrement propices et tendent à accélérer davantage cette menace. Google pourrait d'ailleurs faire des annonces lors de la Google I.O., sa grande conférence annuelle qui aura lieu ce mardi 14 mai. Donc soyez au rendez-vous pour voir un peu les informations. Sur plusieurs de ces plateformes, Google met en place quelques changements et rappelle les actions déjà en place. Sur Google, dans les résultats de recherche liés aux élections européennes, Google a ajouté une fenêtre d'information s'appuyant sur le Parlement européen, qui lui-même s'appuie sur des sources d'information nationales. Google a par ailleurs indiqué sur sa page d'accueil comment s'inscrire sur les listes électorales, sur des listes électorales par le biais d'un lien. Il n'est plus présent mais pourra être réactivé le jour du scrutin afin de rappeler l'échéance. Par ailleurs, le jour J, Google souhaite intégrer un affichage dédié dans son moteur de recherche ainsi que mettre les élections en avant via des notifications sur YouTube. Récemment, Google a déployé en France la fonction à propos de cette image, qui permet de retracer l'origine d'une image, de retrouver où elle a été publiée pour la première fois grâce au robot d'indexation de Google, un outil toutefois limité pour les visages. L'idée étant de savoir si une image a pu être manipulée ou de voir si elle provient d'une source fiable. Google évalue ses résultats de recherche dans ses recommandations sur son moteur de recherche. Sur Google Actualité et sur YouTube, selon plusieurs critères, la qualité du contenu et sa fraîcheur. Moins important, le tout via des experts externes qui suivent les lignes directrices dictées par Google lui-même. Enfin, Google a lancé, après des mois de bêta, un outil de fact-checking. Donc Google s'arme puissamment contre la désinformation, les deepfakes, voire même plus. Voire même plus, parce que le deepfake c'est une chose, la désinformation est une autre. Puis après, il y a autre chose, il y a d'autres moyens de relier la fausse information, notamment les faux sites qui pourraient diffuser de l'information, euh, notamment, je sais pas, genre info Google ou info Le Monde. Donc c'est pour ça que je vous dis autre. Il n'y a pas que le deepfake vidéo ou alors faux photo. Il y a aussi tout ce qui est faux site à surveiller. Sur YouTube également, Google travaille à mettre en avant les élections européennes. Cela passe par une section à la une sur la page d'accueil,
une fenêtre top des actualités en haut de certains résultats de recherche ou encore une page de lecture pour les actualités écrites. YouTube prévoit par ailleurs de mettre en avant les informations concernant le scrutin en juin. Évidemment, tous les contenus qui ont pour objectif d'induire en erreur, par exemple, il est possible de voter via SMS, sont interdits. Dans le dernier rapport concernant le Digital Service Act de Google, l'entreprise annonçait avoir retiré 3000 contenus de désinformation sur YouTube en France, dont la plupart affichaient moins de 100 vues à leur suppression. Ok, bah vu que c'est qu'en France, ouais, je comprends le petit nom. Même chose pour les contenus générés par IA qui veulent tromper. YouTube cherche à les supprimer. Pour davantage de transparence, YouTube fait appel aux chaînes qui publient pour afficher un label indiquant que le contenu en question a été modifié. YouTube peut néanmoins labelliser comme tel des contenus qui ne l'indiquent pas. Cela s'affiche en haut à gauche d'une vidéo ou en bas dans les charts. Il peut également y avoir des précisions dans des descriptions d'une vidéo sur ce qui a été modifié. Donc en effet, en tant que vidéaste et créateur de contenu, on se doit de vous dire si on a utilisé de l'IA et ou modifié une photo ou une vidéo dans le but de l'information. Donc c'est un devoir, je dirais, même une déontologie à avoir. Enfin, la plateforme de vidéo prévoit de déployer dans les semaines à venir un formulaire pour toute personne dont le visage ou la voix a pu être détourné par l'intelligence artificielle afin de retirer les contenus concernés. YouTube nous explique toutefois ne pas avoir fait face à des campagnes de mise en ligne massive de vidéos trompeuses. Il y a surtout de la parodie, cela explique assez facilement. Les deepfakes demandent des ressources et des expertises techniques et d'autres contenus trompeurs, textuels, audio, picturaux, sont bien plus faciles à produire pour un effet similaire. Ce qui fait parler de Google ce mois-ci, c'est Gemini, le LLM et le chatbot de la société. Cette dernière dit avoir limité son outil pour les élections européennes afin d'éviter toutes des informations que pourraient entraîner les réponses du chatbot. Et pour cause, Gemini n'est pas fiable si on en croit une étude de l'ONG Democracy Reporting International relayée par Euronews. Elle portait sur la désinformation des principaux chatbots d'IA du marché, à savoir Gemini, ChatGPT, sur GPT 3.5 ainsi que Copilot. À propos des élections européennes, pour l'organisation, le résultat est sans appel. Les chatbots ne semblent pas adaptés pour fournir les informations précises sur les processus électoraux. Les questions sur les processus électoraux mettent les chatbots à l'épreuve là où ils sont les plus faibles, en générant des informations à partir d'une base d'informations étroite. Donc en effet, un chatbot qui pioche sur internet pour trouver ta réponse, forcément va aller chercher genre sur Wikipédia ou très peu sur des sites je dirais national. Donc c'est normal qu'il se retrouve très étriqué. Puis encore, Gemini est le moins bon des trois, autrement dit, le LLM de Google est moins bon que celui d'OpenAI, GPT. En réalité, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose et Democracy Reporting International le reconnaît. En fait, Gemini formule des non-réponses et encourage les utilisateurs à chercher ailleurs. Cela reflète aussi sans doute les restrictions annoncées par Google en mars dernier. Gemini ne fournira pas d'informations sur les élections européennes. L'autre arme de Google concerne les images. Les images générées par IA sont de plus en plus présentes et Google propose à son tour des outils pour en créer artificiellement. Afin d'éviter la confusion avec de vraies photographies, Google planche sur un système de watermarking nommé Saint ID, conçu par sa filiale DeepMind. Il vient en fait accoler une information selon laquelle une image a été générée par IA et qu'il est impossible de retirer, même en modifiant l'image. Même chose pour l'audio, une empreinte numérique peut être apposée. Pour le moment, ces systèmes sont intégrés par défaut dans Google Cloud et l'entreprise a annoncé sa volonté d'en faire un standard, en partenariat avec le reste de l'industrie. Ce qui intéresse les partis politiques, c'est ce qui intéresse leurs électeurs. C'est en cela que Google est
Trend est un excellent outil pour aider les militants mobilisés en cette campagne. L'outil permet d'évaluer l'intérêt d'une recherche autour d'un parti, d'une personnalité politique, mais également autour des thématiques qui interrogent le plus les Européens. Pour l'occasion, Google Trend a lancé une section dédiée aux élections. Comme pour les autres organisations, Google met à disposition de tous les partis politiques des outils gratuits destinés à renforcer leur sécurité en ligne via sa filiale Mendiant. Cela passe par la sécurité des comptes avec des recommandations comme comment créer un mot de passe plus solide ou comment utiliser des gestionnaires de mots de passe à plusieurs. Ou encore via des protections contre les attaques DDoS avec son projet Shield. On se croit dans un Avenger. Le problème que dans la série documentaire Citizen Facts, la journaliste spécialisée dans la désinformation Aude Favre pointait du doigt le fait que les grandes plateformes permettaient la monétisation de sites de désinformation. C'est le cas de Google via AdSense. Sa régie publicitaire permet aux éditeurs de sites d'afficher des bannières publicitaires et de gagner de l'argent grâce à cela. Par ailleurs, ces sites peuvent se retrouver sur Google Actualités si Google estime via des critères algorithmiques et de qualité qu'ils sont suffisamment importants pour y apparaître. Google se dédouane par ailleurs de regarder les tendances politiques, même les extrêmes, dans ses évaluations. Comme vous voyez, ça c'est un site d'actu généré par IA et c'est pas bon du tout. Concernant AdSense et actualités, Google le reconnaît. C'est un peu le jeu du chat et de la souris entre lui et les sites malveillants. Il est difficile de les retrouver lorsqu'on les retire. D'autres apparaissent, certains peuvent se masquer en reprenant rapidement énormément de dépêches d'informations, ce qui permet de cacher les contenus de désinformation tout en prenant en trafic et en importance. Et sans compter les sites s'appuyant sur des contenus générés par l'intelligence artificielle, texte et images, qui pullulent depuis plusieurs mois. Des sites qui peuvent apparaître dans les résultats de recherche sur Google, comme c'est le cas avec une expérimentation d'un consultant français. Donc je vous laisse voir. Google étant une entreprise privée, on peut se demander pourquoi elle souhaite participer à sa manière au bon déroulement du scrutin. On peut avoir une dimension de responsabilité sociétale entre des entreprises, RSE, ce qui est très classique, surtout dans les grands groupes. C'est aussi une façon d'améliorer son image de marque en montrant que l'entreprise s'investit dans la société et qu'elle empêche la désinformation contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou que les informations publiques pourraient croire. Ou que les institutions publiques pourraient croire. L'autre dimension, c'est tout de même légal. Google n'a pas le droit de relayer via son moteur de recherche ou sa plateforme de vidéo de fausses informations, d'autant plus autour des élections démocratiques. En effet, l'entreprise doit respecter le tout nouveau Digital Services Act, une nouvelle réglementation européenne. Son but est clair, tout ce qui est illégal hors ligne l'est aussi en ligne. Tout ce qui est illégal hors ligne l'est aussi en ligne. Grâce à ce texte, la Commission européenne a désigné de très grandes plateformes en ligne, dont YouTube, et de très grands moteurs de recherche, dont Google. Ce qui fait que ces deux sites doivent répondre à des règles plus strictes en matière de modération de contenu, tant en nombre de modérateurs que sur le terrain. Quand l'activité est dans la suppression des contenus frauduleux. Et les sanctions peuvent être lourdes, jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial en cas de manquement aux obligations imposées. D'ailleurs, Facebook et Instagram sont visés par une enquête de la Commission européenne pour non-respect du DSA. Si la violation du droit est reconnue, Meta pourrait écoper d'une lourde amende dans les prochaines procédures. La Commission va par exemple se pencher sur la visibilité du contenu politique qui serait invisibilisé sur les deux réseaux sociaux. Google dispose de représentants d'intérêt à l'Union européenne, que ce soit au Parlement ou à la Commission. Plus basiquement, ce sont des lobbyistes qui sont chargés de défendre les intérêts de Google auprès des députés. Mais pas que, alors que les sièges vont changer, l'entreprise a tout intérêt à montrer patte blanche devant eux, ainsi que devant la Commission pour s'offrir un bon départ, avec ses nouvelles équipes.
Dans son rapport de transparence déposé sur le site de l'Union, on apprend que 31 personnes ont dédié à cela, le tout pour un budget entre 6 et 6,5 millions d'euros en 2023, avec près d'une réunion par jour avec la commission. Donc désolé pour tout le cafouillage, mais c'est un gros dossier, et effectivement, on voit que Google n'est pas non plus laissé, comment dirais-je, en freestyle total, et qu'il est très encadré, et que même Google prend cela, je vais pas dire à cœur, mais prend ça très à bras le corps et propose des solutions pour lutter contre la désinformation, via les faux sites, les deepfakes photographiques et vidéos, contre les deepfakes via l'audio aussi, donc les podcasts. C'est une bonne chose pour Google. Et qu'ils fassent ça, ça leur permet d'avoir une légitimité, puis de leur redonner un poids, surtout. C'est bien. Après iOS, Apple va aussi devoir ouvrir iPadOS à la concurrence. Et oui, c'est officiel, le système d'exploitation de l'iPad entre lui aussi dans les critères du Digital Market Act, donc le DMA. C'est là une mauvaise nouvelle pour Apple qui va devoir prendre des mesures similaires à ce qui a été récemment mis en place sur iOS. La législation qui vise à garantir un paysage concurrentiel florissant au sein de l'Union européenne encadre les très grandes plateformes. Baptisés contrôleurs d'accès, certains services d'Amazon, Meta, ByteDance, Microsoft, Google et Apple disposent de ce statut. Ils doivent en conséquence respecter de nombreuses règles supplémentaires relatives à la concurrence et à la compétitivité, notamment en ouvrant leur système à leurs rivaux. Du côté Apple, seul l'App Store, iOS et Safari rentraient jusqu'alors dans cette case. Mais la Commission européenne vient de rendre son verdict. À la suite d'une enquête ouverte sur iPadOS en septembre 2023, la réponse est oui. Le système d'exploitation répond à suffisamment de critères pour obtenir le statut de contrôleur d'accès. La Commission européenne pointe notamment du doigt l'écosystème fermé de l'iPad qui dissuade les utilisateurs final de passer à d'autres systèmes d'exploitation pour tablette. Notre étude de marché a montré que, bien qu'il n'atteigne pas les seuils fixés, l'iPadOS constitue une passerelle importante sur laquelle de nombreuses entreprises s'appuient pour atteindre leurs clients. L'addition d'aujourd'hui garantira que l'équité et la contestabilité seront préservées également sur cette plateforme. Comme Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne en charge de la concurrence. Désolé pour le bafouillage. En vertu de la loi, la firme de Cupertino ne pourra plus accorder à ses propres services un traitement préférentiel sur l'iPad par rapport à ceux proposés par ses concurrents. Elle devra également faciliter le side loading, c'est-à-dire le téléchargement d'applications en dehors de l'App Store, ainsi que l'installation de magasins d'applications tiers. Il est probable que la nouvelle politique de tarification déployée par iOS le soit également sur iPadOS. La Commission européenne a lancé une enquête à son sujet pour déterminer si elle est en accord avec la loi. L'entreprise qui enfreint le Digital Market Act s'expose à des amendes pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires global. Le montant peut grimper jusqu'à 20% en cas d'infraction répétée. La vache! Cette fois, Apple a joué la carte de la complaisance. Nous continuerons à collaborer de manière constructive avec la Commission européenne pour nous conformer au DMA pour tous les services désignés. Nous continuerons de nous concentrer sur la fourniture des milliers de produits et services à nos clients européens, tout en atténuant les nouveaux risques en matière de confidentialité et de sécurité des données que la DMA représente pour nos utilisateurs, a réagi l'entreprise. Elle dispose désormais de 6 mois pour remettre iOS en conformité avec la législation européenne. Oh. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ensuite, on termine par des news manga. Crunchyroll revient avec Anime.
vous rappelez-vous d'Anime? C'est le nom d'une opération promotionnelle réalisée par Crunchyroll et rebelote cette année. Anime, du 6 mai au 2 juin, ce sera l'occasion de mettre en avant une sélection de produits dont certains exclusifs sur Crunchyroll Store, mais aussi chez plus de 100 magasins Cultura. Corner avec des mises en avant de manga et d'anime phares, Kaiju numéro 8, Chainsaw Man, Suzume, My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, mais aussi des goodies vous attendront en magasin. Un concours sera également organisé pour tenter de remporter une invitation à la Japan Expo Paris avec un accès VIP sur le stand de Crunchyroll. De plus, cet anime sera également l'occasion de découvrir en accès libre de nombreuses séries durant tout le mois de mai. Chainsaw Man, Solo Leveling, Dr. Stone, Free Ren, Yeku, Rent a Girlfriend ou encore Vinland Saga. Donc c'est plutôt cool, une sorte de goûter avant de s'abonner. Et surtout d'avoir plein de promotions sur des produits culturels sur l'animation japonaise. J'irai faire un tour et puis je vous dirai si il y a des choses très intéressantes. Une nouvelle nuit One Piece cet automne. Plus d'un an après la précédente édition qui célébrait la sortie du tome 105 de One Piece, l'œuvre titanesque d'Ichiro Oda, la nuit One Piece fera son retour à l'automne, pour honorer cette fois la publication du volume 108 du manga. Le principe de l'événement reste inchangé. Le temps d'une soirée, de nombreuses librairies de France et des pays francophones organiseront différentes activités autour des aventures de l'équipage du chapeau de paille. À la clé, plusieurs goodies à récupérer sur place, ainsi que le tome 108 du manga à se procurer en avant-première. La nuit One Piece édition 2024 aura lieu le 4 octobre. Il est encore trop tôt pour connaître les goodies distribués en librairie participantes. Néanmoins, l'éditeur Glénat invite les anciennes désireuses de participer à l'événement à s'inscrire à cette adresse. De notre côté, nous vous tiendrons informés des annonces liées à cette soirée exceptionnelle. En attendant, les 107 premiers tomes du manga sont retrouvés aux éditions Glénat. Au Japon, le tome 108 est sorti le 14 mars dernier. Donc voici le 108. Si je ne m'abuse, hein, parce qu'il n'y a pas marqué ça sur les... Il n'y a pas marqué 108 sur machin, mais je pense que c'est ça. Ça doit être le 108. Voilà. Alors c'est tout pour le moment. Je vous remercie de votre venue. Et j'espère vous retrouver. Alors si vous voulez commenter l'actualité en disant bonjour à la personne qui vient juste de s'abonner à ma chaîne, merci à toi. Donc si tu veux commenter l'actualité, je t'en prie. Voilà. Sinon, nous, on se retrouve bien évidemment demain pour l'actuelle news, donc du 2 mai. Et ou alors ce soir à 18h30 pour une soirée gaming autour de Call of Duty. Ce sera l'occasion de découvrir la saison 3 rechargée, ainsi que le nouveau kit de conversion à débloquer, de voir les nouveautés du mode zombie, ainsi que ceux de Rebirth Island. Donc une soirée assez riche, et qui j'espère vous plaira. Voilà, on va essayer de pas trop rager parce que c'est pas bien. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et comme je vous le disais, bah voilà, passez un bon 1er mai, reposez-vous bien, et puis je vous souhaite une bonne journée. Oui, je me répète, mais voilà. Bonne journée à vous.